le dialogue sur les différences, ça vient aussi avec une panoplie de mots et de concepts avec lesquels on n'est pas toujours familier. Et si j'ai décidé d'adresser la thématique de la neurodiversité, c'est justement parce qu'on en entend de plus en plus parler et, soyons honnêtes, pas toujours avec la plus grande clarté. Qui d'autre que Mélanie Ouimet, la fondatrice du mouvement francophone de la neurodiversité, aussi autrice, co-chercheuse en autisme et maman de 5 enfants neuroatypiques, en plus de l'être elle-même, pour nous aider à se démêler. Un épisode qui nous rappelle l'importance de l'empathie et du respect des besoins de chacun. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly-fly et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Salut Mélanie, bienvenue sur Foutrement Vrai. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, je suis contente de l'invitation. Merci en fait pour cette invitation-là. Donc ça me fait plaisir. Toi, comment tu vas? Ça va. On a eu quelques petits soucis techniques, mais c'est la vie, hein? Que veux-tu? Oui. Ce mois-ci, sur Foutrement Vrai, j'ai une thématique qui me tient particulièrement à cœur et c'est la neurodiversité qui est à l'honneur. Puis je crois que tu étais la meilleure personne, en fait, pour venir amener la thématique, mais d'un point de vue aussi plus poussé, plus avancé, plus profond. J'avais envie qu'on puisse creuser autour de ça parce que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Alors, j'aimerais que tu me dises un peu d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe avec toi et nous parler un peu de ton parcours. J'ai toujours de la difficulté à faire ça bref, mais là, je vais commencer. Dans le fond, je suis maman. Pour commencer, maman de 5 enfants. Quand même. Oui, quand même. Parce que tout est un petit peu en lien avec eux, évidemment, le parcours, tout ça. Donc, c'est un petit peu avec eux que tout a commencé, si on peut dire ça comme ça. Je me posais des questions, en fait, pour eux, par rapport à tout ça. Puis, on a cherché, puis bon, j'avais une parentalité qui était un petit peu atypique, déjà en partant, fait que je me suis informée sur la parentalité positive, parentalité consciente, peu importe le terme. Puis j'ai remarqué que petit à petit, même là-dedans, mes enfants étaient tout le temps avec plus d'intensité, plus de crise, c'est plus difficile d'entrer en relation, bon, tout ça. Donc, progressivement, après avoir fondé, en fait, Parents éclairés, parce que là, j'avais suivi des formations sur la parentalité consciente, positive et tout ça. Là, je me suis rendu compte, il y a peut-être de l'hypersensibilité dans tout ça. Puis là, finalement, peut-être de l'autisme. Puis en même temps, ça correspondait pas à ma vision de tout ça. Donc, pour faire une histoire courte, on est allé chercher des diagnostics. Ça, pour moi, en premier, en autisme, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, mais je trouvais pas ça beau, le rapport diagnostic. Je trouvais pas que ça me ressemblait. Je trouvais pas que ça ressemblait à mes enfants. Je trouvais pas que ça correspondait non plus à mes valeurs, les recommandations, puis tout ça. Et j'ai cherché sur Internet autisme et autre forme d'intelligence. Et là, je suis tombée sur un chercheur ici qui est Laurent Motron, qui l'abordait de cette manière-là. Et je dis, OK, ça confirme mon intuition. Il y a autre chose que le mot, que la pathologisation, en fait, de l'autisme. Puis après, il y avait pas grand-chose en français. À ce moment-là, ça fait quand même un peu plus qu'une dizaine d'années, en fait. Là. Puis après ça, j'ai cherché du côté anglophone et je suis tombée sur le terme neurodiversity. Et là, j'ai fait, c'est ça. Faut amener ça ici, du côté francophone. Puis c'est de là que j'ai fondé le mouvement francophone de la neurodiversité, puis que tout a commencé. Donc, en gros, c'est ça mon parcours. Puis, petit à petit, on a fondé le Salon de la neurodiversité pour donner de l'information. Au début, c'était ça. Par la suite, on a fondé la Journée mondiale de la neurodiversité en date du 30 septembre. Puis bon, plus récemment, j'ai fondé mon institut de la neurodiversité Mélanie Ouimet. Donc, j'offre des formations, des conférences et tout ça. Puis le but, c'est toujours d'informer les gens puis d'amener cette vision-là, du concept de la neurodiversité puis de sortir un peu de la pathologisation de tout ça. Puis la diversité d'un côté cognitif, elle existe. Et je l'ai poussé plus
plus loin en disant, ben, qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'ensemble du DSM? Ben, de le pousser plus loin, est-ce qu'il y aurait pas, plutôt que des maladies, des troubles psychiatriques, est-ce que ça serait pas des mécanismes d'adaptation, de la vie, des traumas que la personne a vie? Donc en résumé, c'est un petit peu ça, le parcours. Puis, sinon, moi, avant tout ça, j'avais quand même étudié à l'université en biochimie. J'avais une base en psychologie aussi, donc je savais pas trop vers quoi me diriger à ce moment-là. Puis donc, ça, c'est venu un petit peu regrouper tout ça en même temps. Donc, c'est de là que te vient aussi cette curiosité, j'imagine, à faire un petit peu plus de recherche. Oui, tout à fait. C'est sûr que le domaine des sciences en général, puis tout ça, c'est sûr que j'ai une curiosité qui est là. Tu sais, c'est plus ce que je faisais pour faire une petite aparté, tu sais, maintenant, je suis designer floral, tu sais, je me suis dirigée vers ça parce que je me voyais pas, justement, être enfermée entre quatre murs dans un laboratoire, faire de la recherche. Donc là, avec tout ça, ben, ça vient évidemment compléter, ce besoin-là de stimulation au niveau de, tout l'aspect scientifique, puis au niveau de, c'est ça, ça me passionne énormément. Donc, ça vient combiner ces deux aspects-là, en fait. Le côté créatif, tu sais, de créer puis tout ça, et aussi le côté un petit peu plus, c'est ça, science, si on veut dire ça, comme ça. Génial. Avant d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet, je serais curieuse de savoir quel est ton truc préféré pour prendre soin de ta santé mentale en ce moment. Ben, je dirais assez simple, en fait, mais c'est d'être à l'écoute de moi, de mes émotions, donc de mes besoins, tu sais, de plus en plus de se connaître par rapport à tout ça. Puis à chaque fois qu'il y a comme, tu sais, une manifestation, tu sais, qu'on est plus irritable, plus de fatigue, ben c'est quoi le besoin qui est là? Tu sais, j'essaie d'écouter beaucoup ça. Donc, dans le fond, de respecter mon intégrité le plus que possible, tu sais. Puis sinon, oui, tu sais, la respiration, je suis quelqu'un qui est hyper contemplative aussi, donc juste de ne rien faire ou d'avoir les mains dans la terre, juste, tu sais, d'être dans mon champ, tout ça, ben c'est paisible, c'est calme, donc ça ressource aussi. Je fais du yoga, je fais du focusing de langue aussi, donc c'est principalement les choses qui, moi, ça m'aide de toujours être à l'écoute des besoins qui sont là, parce que pour moi, c'est ça, dans le fond, c'est quand on parle de, entre guillemets, des symptômes, de qu'est-ce qui cloche, mais en fond, pour moi, il y a rien qui cloche, et qu'est-ce qui est pas comblé à ce moment-ci, tu sais, puis c'est dur, tu sais, parce qu'on n'est pas dans une société qui a été habituée d'être à l'écoute de soi, de nos besoins, on a plutôt appris à les taire, à les réprimer, tu sais, c'est ça, fait que tu sais, il y a déjà un travail qui est là, tu sais, qui est comme pas naturel, ben, tu sais, ça aurait été naturel si on avait reçu, tu sais, une éducation qui aurait permis d'être à l'écoute de tout ça, tu sais, puis on est porté à taire les émotions, donc taire les besoins, tu sais, on devient entre guillemets déséquilibré. C'est ça, oui. On trouve-tu l'espace pour être à l'écoute de ses besoins versus à l'écoute aussi des besoins de 5 êtres humains uniques aussi? Ben, je dirais que ça passe par prendre soin de soi avant. Parce que sinon, si nous, on est complètement dysrégulé, si on est complètement sous stress constamment, c'est impossible de prendre soin des autres, de prendre soin des enfants, d'être disponible émotionnellement, d'être présent, d'être empathique, d'être ancré. Tu sais, on travaille beaucoup sur les enfants, à dire leur comportement, faut les changer, mais je pense que ça passe par soi. Donc oui, tu sais, de prendre ce temps-là. Tu sais, il y en a qui vont dire, je prends du temps pour moi, je vais magasiner, je vais faire un souper, mais tu sais, vraiment prendre soin, tu sais, c'est pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, oui, je pense que même dans le chaos de la vie, de prendre du temps pour soi, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, justement, si on veut se respecter notre intégrité et pouvoir être là pour 5 enfants qui demandent beaucoup, tu sais, qu'on en ait 1 ou 5, la question n'est même pas là, d'être parent, tu sais, c'est quelque chose en partant. On a des petits êtres humains en formation, tu sais, qu'on doit prendre soin. On est responsable d'eux, donc absolument. Donc oui, pour moi, c'est important. Prendre soin de soi d'abord, c'est de la prévention aussi. Donc on peut pas, on est beaucoup dans l'intervention. Oui. Là, de prendre le pas de recul pour d'abord travailler sur ce qu'on peut travailler à l'intérieur de nous, changer notre posture peut-être face à nos enfants aussi, ce qui va avoir une incidence positive sur la suite. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme on dit qu'on n'est pas habitué, on le voit comme quelque chose il y a de la culpabilité des fois quand on prend soin de soi. Ah ben non, faut qu'on soit là, mais dans ma tête à moi, dans ma compréhension, c'est pas possible justement de prendre soin de l'autre si on est complètement nous submergés, tu sais, c'est pas possible. Fait qu'on n'apprend pas le soin, on apprend la négligence en fait dans ce temps-là. Donc pour moi, c'est important de modéliser aussi tout ça. Je t'ai invitée en partie parce que, je l'ai dit, c'est la neurodiversité, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, mais je dois t'avouer qu'on finit par s'y perdre un petit peu avec tous les termes qu'on peut entendre. Là, on entend neurodiversité, neuroatypie, neurodivergence. Il y a beaucoup de mots, de concepts qui sont relativement nouveaux pour nous. Est-ce que tu veux nous aider
à nous démêler un peu là-dedans. Puis est-ce qu'il y a d'autres concepts qui seraient importants là, de nommer et de clarifier autour de la thématique? Ben oui, c'est extrêmement mélangeant. Il y a plusieurs termes, en fait, qui sont apparus. Il y a le mot neurodiversité qui était déjà un concept méconnu. Puis là, ben, il y a une panoplie de mots. Ça arrive encore, honnêtement. Il y a d'autres mots qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc, c'est difficile d'être à jour. C'est tout à fait compréhensible qu'on soit mélangé. Donc, je vais juste commencer par la neurodiversité. C'est quoi? Dans des mots super simples, c'est la diversité des cerveaux et des esprits humains. De base, c'est ça. Je pourrais reprendre la définition pour la dire brièvement, celle de Judy Singer, parce que c'est elle qui est à l'origine de la création du terme. Bon, il y a un petit peu de controverse par rapport à tout ça dernièrement, mais c'est elle qui a théorisé le mot. Donc, on va y aller avec ça. On va y aller avec sa définition. Elle a dit c'est un truisme biologique qui fait référence à la variabilité illimitée des systèmes nerveux humains sur la planète dans laquelle deux ne peuvent jamais être exactement identiques en raison de l'influence des facteurs environnementaux. Simple. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je dois au moins la nommer, pour qu'on. Ça, c'est la diversité des cerveaux des esprits humains, ça, c'est beaucoup plus clair. Mais, tu sais, si on veut y aller de manière un petit peu plus approfondie, tu sais, ça se compare à la biodiversité, tu sais, en fait. C'est une sous-catégorie de la biodiversité. Ça, c'est la base. Puis oui, après, tu sais, il y a le paradigme qui est là, le paradigme de la neurodiversité qui est un changement complètement, tu sais, donc on l'associe souvent à la neurodiversité. Ah, c'est super cool, le concept, tu sais, on va inclure les troubles. Mais non, c'est vraiment un changement de paradigme. On ne parle plus de troubles. Donc, c'est soit que tu es dans le paradigme psychiatrique médical, soit c'est dans celui de la neurodiversité et on peut être en désaccord avec les mouvements, avec le paradigme, tu sais. Ça, il n'y a aucun souci, mais on colle souvent les deux ensemble. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mélange avec ça, mais non, la neurodiversité, c'est de dire que, ben, il y a de la diversité des cerveaux. Ce n'est pas quelque chose de pathologique. Donc, le paradigme vient complètement changer ça. Et le mouvement de la neurodiversité, ben oui, on souhaite un petit peu comme le mouvement des homosexuels à l'époque, bon, la communauté. À l'époque, les homosexuels, c'est eux qui ont initié le mouvement. Bon, ben, ils voulaient sortir du DSM, tu sais, puis ça a pris du temps, puis il y a pas si longtemps, c'est encore dans le DSM, là. Mais c'est la même chose qui se passe avec l'ensemble, je dirais, du DSM. Mais si on parle de neurodiversité, ça va être avec l'autisme, avec le TDAH, avec, tous les troubles, entre guillemets, d'apprentissage, tout ça. Puis là, on va inclure que c'est pas dans le DSM, mais le haut potentiel intellectuel aussi, tu sais, bon, ça en fait partie. Et tout ça. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne vit de l'anxiété? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus anxieuses que d'autres? Certainement. Est-ce que l'anxiété est devenue un trouble? À mon avis, non. Puis quand est-ce que ça devient vraiment, tu sais, présent? Ben, qu'est-ce qu'on peut, on va en parler peut-être un petit peu plus loin, mais qu'est-ce qu'on peut aller creuser au niveau de l'anxiété, qui est beaucoup plus une peur. Donc, on individualise beaucoup, ben, les symptômes, entre guillemets, qui pour moi sont des manifestations. Donc, c'est de sortir complètement de tout ça si on parle du paradigme du mouvement de la neurodiversité. Tu me parlais de neurodivergence. Ben, la neurodivergence, neuroatypie, c'est l'état d'être neurodivergent. Donc, c'est relatif aux personnes qui ont un mode de fonctionnement qui est divergent de la norme. Donc, neurodivergent, c'est personne qui a un fonctionnement qui est cognitif, qui diverge des normes sociales, culturelles, dominantes, actuelles dans ce contexte-ci, tu sais, mais on est ici en Occident, mais ailleurs, tu sais, si on va au Japon, par exemple, ben, ce sera peut-être pas la même chose, tu sais. Il y a des trucs ici qu'on dit, ah, mais mon Dieu, la personne a un trouble, alors qu'au Japon, c'est des choses qui sont valorisées. Puis là, je donne le Japon, mais ça pourrait être partout dans d'autres cultures, en fait, tu sais. Fait que tout est relatif, puis relatif à l'époque aussi. Donc, faut creuser plus loin que juste ici, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés occidentales, tu sais. Oui, c'est appelé à changer, j'ai l'impression, oui. quand même, déjà aussi. Ben oui. Parce que on le remarque sur le terrain, dans les écoles notamment, tu sais, la façon d'apprendre, je pense que la norme est en train de changer. Donc, oui, on n'aura pas le choix de juste considérer que les enfants apprennent plus de la même façon, avec les mêmes méthodes. Donc, il y a vraiment, je pense, des changements qui sont en train de se produire. C'est juste que, comme à peu près dans n'importe quel domaine, ça prend de nombreuses années, souvent, pour prendre le recul nécessaire, pour le constater, le comprendre, puis s'adapter, s'ajuster. C'est peut-être là, on est peut-être un peu dans ce flou-là où on s'en va vers un changement, mais que ça va prendre un certain temps encore. Ah, selon moi, ça va prendre extrêmement de temps encore parce que c'est pas simple. Il y a énormément d'enjeux qui sont impliqués quand on parle de neurodiversité, de neurodivergence. Juste de dire que c'est pas synonyme de troubles neurodéveloppementaux, ça passe pas partout, là. On dit, ben non, mais il y a un trouble parce que l'enfant, tu sais, il s'adapte pas ou l'adulte s'adapte pas, mais tu sais, creusons plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Qu'est-ce que la personne, elle a vécu? Puis ça va prendre du temps parce que ça vient soulever, ben, il faut remettre en question le système d'éducation, il faut remettre en question l'éducation, point des enfants au niveau familial. Ça implique le politique, le social, le culturel. Ça implique de mettre en lumière, ben, les traumas. Et ça, on ne veut pas aller là non plus. Donc, il y a une multitude d'enjeux qui sont liés. Fait que la neurodiversité, c'est pas si simple quand on le met dans la globalité de tout qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une longue transformation sociale, en fait. Donc, ça va prendre du temps, à mon avis, là. Mais je trouve ça intéressant de l'aborder dans ce sens-là, puis de bien comprendre que c'est pas juste une étiquette parmi tant d'autres, ou, tu sais, que c'est
pas issu justement du DSM-4 parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, qui pensent que c'est simplement la bonne terminologie pour parler d'une personne qui a un trouble pathologique, par exemple. Ben, tu sais, au début, quand j'ai fondé le mouvement, c'était, c'est dangereux ce que tu dis, la neurodiversité, c'est dangereux, tu es une personne dangereuse. J'ai reçu énormément de menaces et tout ça. Puis après, le concept a été popularisé. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'abonnés, tout ça, puis là, on en parlait, puis c'était comme, ah, wow, on aime ça. Puis là, on dirait que les gens ont dit, hey, c'est donc bien le fun. Ils ont pris le mouvement, puis ils ont dit, hey, tu sais, on va respecter, on va apporter l'inclusion. Tu sais, le mot inclusion est super à la mode. C'est super bien, mais en quelque part, tu sais, c'est un peu superficiel, des fois, tu sais, d'être inclusif. Si on se dit inclusif, mais est-ce qu'on l'est vraiment quand on vient dire à la personne, tu as un trouble, mais on va t'inclure avec ton trouble, mais on reste encore avec l'idée du DSM. Donc, tu sais, c'est ça, comme je dis un petit peu au début, si la personne elle dit c'est un trouble, c'est OK. Tu sais, moi, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion. C'est juste que, mais restons avec le DSM, restons avec ce côté-là plus médical. Et si on parle de neurodiversité, de neurodivergence, c'est de sortir de du paradigme médical et d'en apporter un autre, d'avoir une autre perspective, d'amener de la réflexion par rapport à tout ça. Et tout le monde peut contribuer à la réflexion quand on peut être en désaccord avec le mouvement et ça contribue à la réflexion. C'est confrontant, en Vraiment. fait, mais c'est super comme ça parce que ça permet justement OK, cette personne-là, elle vit comme ça, c'est pour ça qu'elle voit tellement comme un trouble, ou après ça, OK, peut-être que moi, je comprenais pas la raison du comportement, et finalement, c'est pas un symptôme. Quand on descend en bas de la pyramide, puis on se rend compte que, attends, il y a des émotions dans tout ça, plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, et oui, finalement, c'est pas un trouble, c'est conséquent. Fait que ça amène la réflexion, en fait, tout ça, là. Justement, tu parlais de cette mission que tu t'es donnée de sensibiliser les gens aux divergences cognitives. Tu es au début de ce mouvement-là, tu le portes. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, tu sais, à prendre vraiment la parole publiquement sur le sujet? Un petit peu comme j'ai dit en entrée, tu sais, c'est quand j'ai découvert un petit peu pour nous ce que c'était, je parle d'autisme, après ça, tu sais, on a le TDAH qui vient rejoindre notre famille, on a le HP, on a de la dyspraxie, on a la dyslexie, chacun de mes enfants, tout ça. Mais c'est vraiment le choc, tu sais, quand je lisais ça, tu sais, tu dis, mes enfants, ils vivent plus d'intensité, il y a plus d'hypersensibilité, il y a plus de choses comme ça, mais pour moi, c'est pas un trouble. Puis après ça, quand on suggérait un rattrapage pour un de mes enfants, il y en a un qui a reçu un diagnostic d'autisme sévère, il parlait pas, tout ça, et je voyais le rapport, j'étais comme, mais c'est pas comme ça que moi, je vois mon enfant, c'est pas avec des thérapies comportementales intensives, à ce moment-là, qu'on suggérait de reprendre, tu sais, pour rattraper son retard et tout ça, et c'est plein de recommandations, et je me disais, là, moi, je viens de me former sur la parentalité positive, et ça n'a pas de sens d'être dans le comportemental, de casser un enfant. Moi, je voyais ça, j'étais comme, mais il y a de la violence dans tout ça, et je me disais, OK, moi, je vais la trouver, comment soutenir mes enfants dans cette parentalité-là, et est-ce que ça se peut que ça soit plus intense que la moyenne? Est-ce que ça se peut que, justement, il n'y a pas toujours des crises, mais par exemple, plus de crises, est-ce que ça se peut que l'enfant ait des besoins plus besoin de lien, de connexion, de sens, de justice? Est-ce que plus besoin d'équilibre, plus besoin de, si on a un enfant qui vit plus, qui est plus hypersensible, qui va avoir plus d'anxiété, comment qu'on peut le soutenir? Tu sais, fait que je me suis vraiment centrée à ce niveau-là, puis je me suis dit, oui, dans le fond, c'est la base, est universelle pour tous les enfants, et il y a peut-être plus à répondre quand l'enfant est neurodivergent. En tout cas, c'est mon constat, autant personnel, autant dans ce que je vois dans les différentes familles, tout ça. Donc, puis après ça, je me suis dit, si un enfant parle pas, puis c'est avec Laurent Motron, entre autres, que j'ai vu, oui, tu sais, c'est pas un retard de langage. Il y a plein de croyances sur l'autisme. L'enfant parlera pas, mais c'est sûr qu'on alarme les parents dans ce temps-là, tu sais. Fait qu'on se dit, ton enfant parlera pas, puis on va rattraper les retards de langage, on va rattraper le côté social, mais c'est complètement faux. Tu sais, c'est que l'enfant autiste va développer la perception. Donc, si on le laisse développer, si on suit ses intérêts, il va parler, puis ça sera vers 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans parfois pour certains, puis c'est OK. Fait que, tu sais, je me suis dit, il faut l'aborder tout ça parce que les parents sont sur une panique, parce que les professionnels disent, c'est ça, en fait. Je me suis rendu compte qu'avec le mouvement, dans le fond, les parents, souvent, ils savent instinctivement écouter leur enfant, mais là, tu sais, ils ont peur, puis là, quand ils reçoivent le rapport, ça va, puis là, comment que je vais faire quand il va aller, s'il y a une entrée à la garderie, s'il y a un diagnostic avant, ou quand il va aller à l'école, là, il faut qu'il soit fonctionnel. Tu sais, on vient comme fonctionnel dans le système scolaire. Tu sais, on peut pas voir autrement que le cadre, donc il faut. Fait que c'est sûr que on stresse énormément les parents tombent sur la panique, on met une pression sur qui après? Sur l'enfant. Tu sais. Puis là, on se perd complètement et on perd notre pouvoir en tant que parent aussi parce qu'on le remet aux professionnels. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, on peut faire. Je me voyais pas ne pas rien faire, donc je me suis dit, je vais commencer par écrire des textes pour informer progressivement. Puis après ça a pris des proportions que c'était pas ça initialement, mais là, j'ai l'intérêt puis tout ça. Puis plus je me dis, OK, tu sais, c'est important d'informer parce que il y a beaucoup de
de mes contacts qui ont suivi justement ces interventions-là, ben que leurs enfants ont suivi. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est du trauma qu'ils ont, là. Tu sais, c'est des enfants qui ne parleront pas, qui sont vraiment non fonctionnels, vraiment dans leur quotidien, tu sais, qui sont pas autonomes du tout. Puis on se dit, ben c'est la conséquence de trauma, mais qu'on vient attribuer à l'autisme. Puis quand moi, je vois qu'est-ce que ces enfants-là ont vécu, ont subi, je me dis, mais comment qu'on ne peut pas voir le trauma qu'il y a là, des enfants qui ont été laissés seuls, qu'on a forcé à regarder dans les yeux, mais de manière répétitive, qu'on a forcé à manger, qu'on a mis de la nourriture dans leur bouche, qu'on a attaché sur des chaises. Puis on dit, ben tu vois, c'est ça, l'autisme sévère, tu comprends pas. Moi, je suis comme, mais non, attendez, c'est extrêmement violent. Fait que c'est des enfants qui ont été laissés à l'âge de 3 ans comme ça, là, en bas, à crier, à appeler leur maman, à crier, puis leur dire, ben non, tu peux pas faire ça. C'est comme si le diagnostic était devenu le prétexte pour leur faire subir ça, alors que tu prends n'importe quel enfant, tu lui fais subir ça définitivement, qui va avoir non seulement un trauma, mais plein de conséquences là, sur le long terme par la suite. Là. C'est très paradoxal de dire, on veut normaliser cet enfant-là, on veut qu'il fasse un rattrapage, mais on va lui faire subir des choses qu'on ferait pas subir à la majorité de la population. Tu sais, que c'est comme si là, tout d'un coup, c'était bien correct, c'est correct. Tu sais, on a une bonne raison de. Sous prétexte. Oui, mais je l'ai vécu. Tu sais, j'ai commencé, moi, professionnellement, en travaillant avec des enfants autistes et c'était les débuts de, justement, la thérapie comportementale vraiment intensive, mais de voir toutes sortes de choses qui m'ont bouleversée énormément, puis ça a été difficile pour moi comme humaine très sensible d'avoir accès à ça, de voir ça, puis justement de pas être capable de comprendre ce que je ressentais. Mais dans le fond, c'était un profond désaccord avec ce qui se passait, mais à un moment donné, c'est que t'es dans un système, puis t'as l'impression que c'est ça qu'il faut faire, puis tout le monde fait ça, puis tout le monde dit qu'il faut faire ça. Fait que c'est difficile de se positionner, mais à t'écouter parler, puis j'en ai des frissons, c'est de voir que oui, tu sais, on peut dire qu'il existe d'autres façons, puis il y en existe d'autres, et on commence à en parler, mais il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé, c'était la norme, tout le monde faisait ça, puis c'était correct, puis c'était normal, mais il y a quelque chose qui fait pas de sens, là. Je veux dire, je peux pas croire qu'on se rende à ce genre de pratique-là, honnêtement. Oui, ben tu sais, c'est ça, sous prétexte que l'enfant a un diagnostic. Et je parle d'enfant et je parle d'autisme, mais c'est pour tout diagnostic, là, quand on se plonge, on fait des atrocités. Tu sais, on parle de camisole de force, il y avait de la camisole chimique, on râpait dans des draps froids, tu sais, parce que pour leur saisir, quand l'enfant faisait une crise, quand l'adulte fait une crise, il y a des protocoles encore ici maintenant. Je vais même pas nommer l'hôpital parce que je vais pas nommer, mais il y a des protocoles qui se font là quand l'enfant, on dit, ben, tu sais, il réagit par rapport au stress, tu sais, peu importe, là, tu sais, une personne qui va commencer à crier après les autres, qui va vouloir frapper les autres, puis là, mais nous, on vient de contenir, tu sais, puis là, la personne, elle va se taper la tête sur les murs, puis là, nous, on veut l'arrêter d'agir, mais il y a différentes manières. Si oui, on peut assurer sa sécurité, celle des autres, mais là, on amplifie sa détresse parce que la personne, elle se sent menacée. N'importe quel être humain sur la planète qui se sent menacé va fuir ou attaquer ou figer. Bon, mais si ça se peut que dans ce cas-là, la personne, elle attaque, là, hey, faut qu'elle se défende, il y a un voleur dans sa maison, par exemple, ben c'est sûr qu'elle va, si elle est en mesure de se défendre, elle va se défendre, tu sais. Ben c'est la même chose qui se passe, là. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire pour éviter d'en arriver là. Tu sais, oui, des fois, c'est pas possible, puis c'est OK, tu sais. On va agir par protection, mais là, on agit souvent par la force plutôt que par un pouvoir sûr plutôt qu'un pouvoir protecteur, puis la société dit, ben non, c'est pour protéger, mais on peut tellement faire autrement, en fait. Puis, oui, mais c'est des choses qu'on ignore, là, tu sais. Il faut être en prévention, puis on s'entend. Oui, je pense aussi. que tu vas être d'accord avec moi que c'est pas le concept le plus à la mode. Tu sais, les ressources sont rarement déployées prioritairement vers la prévention. Et si on était davantage dans la prévention, on s'entend qu'on aurait beaucoup moins à se rendre à des interventions comme ça parce que on aurait un climat qui favorise beaucoup moins des situations de crise. Mais de ce que je vois, en tout cas que j'observe et dans tout domaine confondu, généralement, on va attendre que le bouchon saute pour se mettre en action, alors qu'il y aurait eu plein de choses qu'on aurait pu mettre en place là, préalablement. Oui, aussi. Puis on accentue tout ça, on accentue les cycles de comportement. Après ça, on va dire, ben, on va mettre un autre diagnostic. Ben, c'est pas l'autisme, c'est le trouble grave de comportement. C'est pas le TDAH en soi, mais tu sais, ça va être le trouble grave de comportement. Mais le comportement, tu sais, il faut descendre en dessous, comme je dis souvent, on descend, puis qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben, il y a des émotions, des besoins. Puis oui, des fois, c'est dur quand on n'a pas les connaissances, puis qu'on est habitué à dire, ben, c'est le diagnostic. Ben, cette personne-là, elle est comme ça, puis elle manque de contrôle. Puis là, ben, tu sais, qu'est-ce que tu vas aller des troubles graves de comportement? Puis là, on va avec des thérapies comportementales. Mais, tu sais, c'est développemental, souvent, puis après, mais à quelle phase elle est bloquée? Tu sais, si l'enfant est plus grand, puis il fait encore une grosse crise, ça se peut qu'il soit bloqué dans quelque chose au niveau de sa maturité cérébrale, que la maturité aussi, on le prend pas ça en ligne de compte, que le cerveau, ben, il est en croissance, tu sais, on manque de connaissances à ce niveau-là aussi, tu sais. Mais oui, puis quand après ça, ben, quand ça arrive,
que ben oui, l'enfant, ben il est en crise. Là, je le reçois souvent, mais qu'est-ce que je fais? Mon enfant, ben il est rendu à 11 ans, par exemple. Tu sais, là, il n'y a plus 5 ans, là, on peut plus. Fait qu'on a peur, tu sais, pour notre sécurité, celle des enfants. Ben OK, on n'est pas obligé d'aller vers l'enfant. On peut dire, OK, là, je me sens pas en sécurité. Tu sais, il y a une posture qu'on peut avoir qui est pas dans le CC, dans arrête, là, puis dans la panique, mais vraiment de travailler notre posture, de dire, OK, là, je vois que tu es vraiment en colère, je me sens pas en sécurité, tes frères et sœurs ne le sont pas, je vais nous amener dans une autre pièce. Ou est-ce que tu peux sortir? Puis souvent, ben, l'enfant, il va pas y aller. Donc, on se met dans une autre pièce, on met les autres enfants en sécurité, on se met en sécurité et on reste en lien avec notre enfant. Puis il y en a qui disent, ben, mon enfant, il veut défoncer la porte. Ben oui, c'est ça, parce que il y a une perte de lien, tu sais. Lui, il est en détresse, il cherche le lien, mais il est pas capable de s'arrêter de frapper, de cogner. Ben, on est là, on peut dire, ben, je suis là avec toi, je sais que c'est difficile de t'empêcher de frapper. Bon, tout ça, on reste avec lui. Le plus qu'on est tranquille, ça, je disais un petit peu au début de l'entrevue, ben, c'est notre posture à nous à travailler. Plus qu'on reste ancré, plus qu'on reste régulé soi-même, ben plus qu'on va venir apaiser, que ça soit un enfant et que ça soit un adulte aussi. T'sais. Fait qu'il y a plein d'interventions comme ça que ouais, c'est dur, mais une fois qu'on a ces bases-là, ben ça devient un réflexe un peu instinctif en fait de se réguler, d'être dans l'accueil, puis c'est tout. La crise va se faire, elle va se passer, puis il est aussi bien de démolir le divan que de nous frapper puis qu'on lui cause un trauma, puis après ben on vient réparer. C'est un peu ça. Là. Mais tu sais, à quel point on n'est pas actuellement dans une société qui laisse l'espace pour ça, oui. Et je parle pour tout le monde aussi, de non seulement apprendre à se réguler, mais avoir juste le temps pour le faire, que ce soit accueilli. Et dans plein d'autres contextes, on va avoir des escalades qui vont se produire justement parce qu'il n'y a pas cet espace. Non, il n'y a peut-être pas la connaissance de comment s'y prendre, parce qu'on ne l'a pas forcément appris, mais il y a, même avec les connaissances, je pense qu'il y a un enjeu, il y a un défi dans les milieux de travail, dans les organisations, dans les écoles, à quel point est-ce qu'on laisse la place aux enfants quand ils vivent des émotions juste pour se réguler. On s'entend, tu sais, généralement, ben go, on va le mettre dans une pièce fermée, il s'arrange avec les moyens du bord, là. Puis tu sais, des fois, justement, ça peut juste accentuer la peur, l'anxiété de l'enfant de se retrouver dans cet espace-là parce que c'est pas rassurant. Puis lui, dans le fond, il a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui. Je me questionne à savoir par où va partir le changement, tu sais. Oui, des mouvements comme le tien, mais qu'est-ce qu'on fait là, tu sais, pour les enfants actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire, Mélanie? Ben, je pense qu'il n'y a pas de réponse facile à la question parce que, tu sais, comme tu disais, même les adultes, tu sais, même si on a les connaissances, en effet, c'est beau avoir les connaissances, mais, tu sais, puis même moi, j'en ai plein de connaissances et je suis pas toujours régulée, là. Tu sais, c'est pas possible d'être toujours régulé. On est sous stress, puis on tombe en réaction. Tu sais, des fois, on dit, OK, là, mon intervention, j'étais vraiment ancrée. Puis d'autres fois, on embarque, on escalade avec l'enfant, on escalade avec le conjoint, on escalade, tu sais, on est nous-mêmes, en fait, en réaction de stress, puis que ça soit les parents, que ça soit les enseignants. Les enseignants, on le voit, là, on a des enseignants complètement submergés, débordés. Donc, ils sont sous stress, les enseignants. C'est pas parce qu'ils veulent mal faire. Il y a personne qui veut mal faire. Autant les éducateurs, autant, bon, peu importe tous les acteurs du milieu scolaire, il y a personne qui veut mal faire. Il y a personne qui veut mal réagir, tout ça. Puis même, il y en a qui vont dire, ben, j'ai les connaissances, mais tu sais, ben oui, mais c'est sûr, tu sais, sont dysrégulés en ce moment, tu sais, puis on a juste à repenser à pas si longtemps, on était en pandémie, puis ça a laissé des séquelles, ça aussi, là, autant pour les adultes puis les enfants aussi, tu sais, souvent on y pense pas, mais il y a du trauma là-dedans, là aussi, tu sais, fait qu'il y a eu plein de choses, plein d'instabilités, donc il y a plein de facteurs, tu sais, sociaux, plein d'enjeux émotionnels qui sont là, autant pour les adultes, pour les enfants, fait que c'est sûr que si on met juste le focus sur les enfants, puis on néglige les adultes, puis on se dit, ben, c'est les enfants qui ont un problème, mais on s'en sortira jamais, en fait, tu sais, c'est un petit peu de se regarder dans tout ça, fait qu'on est pas mal une société qui est dysrégulée, en fait, là, tu sais, bien souvent. On est sous stress, là, tu sais. Oui, c'est ce qu'on constate, puis ça a des incidences à tous les niveaux et non pas juste là, quand on parle de neurodiversité. Ah non, c'est ça. Avec l'émergence des médias sociaux, hein, justement, ça a du positif parce que on entend parler de sujets dont on n'entendait peut-être pas parler avant, plus souvent, sauf que ça amène aussi des gens qui vont s'improviser experts sur des sujets qui sont complexes, qui vont amener des points de vue, mais qui vont pas forcément appuyer leur point de vue avec des sources, avec la science. On en vient à plus vraiment savoir là à qui se fier dans tout ça. Il y a une idée d'ailleurs répandue, puis j'aimerais avoir ton opinion parce que c'est une question que je me pose vraiment à savoir c'est vrai, c'est pas vrai, que il y a pas de normalité en fait. Donc que dans le fond les cerveaux fonctionnent de façon vraiment diverse, puis que c'est comme une fausse idée de croire qu'il y a une majorité de gens qui fonctionnent exactement de la même façon. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben c'est complexe, puis ce que j'en pense, tu sais, il y a une différence entre qu'est-ce qui est au niveau scientifique, au niveau là tu disais il y a plein de choses qui s'improvisent, mais tu sais
sais, d'un côté, il y a plein de monde qui disent que je suis pas fiable, que je m'improvise, que ci, que ça, tu sais, fait que ça reste complexe, tu sais. Ouais, on retrouve n'importe quoi, mais pour moi, n'importe quoi, ça serait, par exemple, de guérir l'autisme avec l'eau de Javel, là, tu sais, des choses comme ça que, tu sais, là, c'est dangereux, là, tu sais, on en entend toutes sortes de choses comme ça, tu sais. Bon, je donne un exemple, tu sais, très, très, que ça soit concret, mais après, tu sais, de dire, il y a des personnes qui, justement, le DSM, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable, tu sais, tout ce qui est scientifique, qu'est-ce qui a une apparence de consensus, tu sais, ben, c'est bon de remettre ça en question, tu sais, à mon avis, puis après ça, ben oui, de l'appuyer sur des sources, mais une source, une étude, on peut en amener une, je peux en amener une, et il y a une autre personne qui va en amener une, qui va la contredire, et ça fait partie du processus scientifique. Donc, à partir de là, moi, j'invite vraiment les gens à prendre qu'est-ce qui fait sens pour eux, parce que c'est pas moi qui va dire, ben ça, c'est fiable, ça, c'est pas fiable. On va redonner le pouvoir à chaque personne, en fait. Tu sais, est-ce que ça dit oui à l'intérieur de soi? Est-ce que ça dit non? Est-ce que ça correspond à nos valeurs? Puis on prend qu'est-ce qui fait sens, puis c'est, à partir de là, c'est OK, tu sais, puis chaque personne va faire son chemin par rapport à tout ça. Fait, tu sais, on en retrouve des choses, mais à partir de là, il y a plein de choses qu'on regarde, puis ben, oui, ça peut être démontré scientifiquement, puis ça peut être non, c'est pas ça. Donc c'est variable. Un domaine Quand on parle du concept de neurodiversité, est-ce que ça serait pas un peu de dire justement que à un moment donné, on a décidé qu'on allait peut-être mettre de l'avant un peu plus une façon de fonctionner, puis c'est comme si tout le reste était devenu anormal? Oui, ben ça a toujours été en fait là. Ça a toujours été, tu sais, si on se penche au niveau de l'histoire, tu sais, on appelait ça des fous, des marginaux, des rebelles, tu sais, on se plonge avant, tu sais, il y a toujours eu des gens qui ressortent du cadre. À quel point c'est démontré au niveau scientifique, ça reste dur à dire parce que encore une fois, on est dans quelque chose qui vient beaucoup rendre ça pathologique, ou soit qu'on trouve une différence dans un cerveau. On va dire que c'est une anomalie dans le sens que c'est quelque chose qui est péjoratif, un dysfonctionnement. On va beaucoup l'amener à partir de tout ça. Mais il y a des choses, c'est ça, on peut aller des deux côtés. Il y a des choses, on parle, mais il y a des aires au niveau perceptif qui sont surconnectés. Il y a des aires qui sont remaniées. Tu sais, ça existe vraiment. Est-ce que c'est dysfonctionnel ou est-ce que c'est juste le cerveau qui est reconstruit d'une autre manière, qui amène un autre mode de fonctionnement? Tu sais, la personne, elle va rester un être humain, mais est-ce que ça amène pas plus une pensée qui est créative, une pensée divergente? En tout cas, c'est de manière empirique, c'est ce qu'on constate. T'sais. On parle d'hypersensibilité parce qu'il y a une surconnectivité au niveau des aires perceptives, donc forcément, la personne aperçoit plus de détails. Et ça, c'est de manière empirique, c'est démontré assez solidement. Mais encore une fois, au niveau scientifique, ça va prendre du temps. Puis il faut d'abord sortir du côté de rendre ça pathologique. Puis après, si on parle, mettons, par exemple, du TDAH, par exemple, on va beaucoup se fier aux lobes frontaux. On va dire, mais regardez, le lobe frontal n'est pas développé. Mais il peut avoir tellement de raisons à pourquoi. Est-ce que c'est vraiment un dysfonctionnement qui appartient à l'individu, à cet enfant-là, ou mais qu'est-ce qui bloque la maturité? Parce que quand on se penche du côté de la maturité, ben c'est sûr, le cerveau, le préfrontal, le frontal n'est pas développé. Pour personne, un enfant né comme ça, bon, le cerveau, il croît, tu sais, au fil des années, puis ça prend vraiment plusieurs années, puis même à l'âge adulte, il continue de croître. Donc, si on dit, ben regardez, là, c'est pas mature en avant, ben un, c'est normal. Deux, c'est pas mature par rapport à son âge. Pourquoi? Est-ce qu'il a vécu des violences à la maison, de la négligence à la maison, à l'école? Est-ce qu'il a vécu de l'intimidation? Est-ce qu'il y a du transgénérationnel dans tout ça qu'on ne tient pas beaucoup en prise de compte? Est-ce qu'il y a des événements de la vie? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a un décès qui aurait perturbé l'enfant? S'il a perdu ses grands-parents qui étaient proches, puis bon, ça l'empêche de continuer? Est-ce qu'il y a des stress qui sont là? Est-ce qu'il y a de la pression qu'il ressent? Bon, il y a toutes sortes de choses à regarder qui viennent bloquer le processus de maturité. Fait que, tu sais, c'est extrêmement complexe. Ça, on veut pas le regarder. Non, non, parce que ça porte ça nous responsabilise. Oui, exactement. Donc, c'est plus facile peut-être de dire, le cerveau fonctionne pas super bien que de dire quelles sont les choses peut-être qui ont pas été présentes et qui auraient pu favoriser un développement différent. mais ça, c'est plus challengeant pour tout le monde, je pense. Oui, ben c'est sûr. Comme je disais, c'est de se remettre en question autant soi, autant la société, autant fait que il y a plein d'enjeux à considérer. Fait que oui, la solution, puis on est dans une société qui veut tout rapidement parce que tout va vite. Donc, mon enfant a un problème, comment je peux le régler avec une méthode 1, 2, 3, 4? On va le médicamenter, ça va vite. Puis je suis pas contre la médicamentation, je pense qu'il y a personne qui peut être contre la médicamentation, mais c'est de se poser la question. C'est pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait pour tout le temps ou est-ce qu'on le fait parce que là, c'est une bouée de sauvetage ici, maintenant, en ce moment, parce que ça va vraiment pas bien? Puis comment on fait pour travailler pendant ce temps-là pour pouvoir s'occuper des parents, s'occuper de l'enseignant, pour s'occuper de l'enfant par la suite. Donc, c'est ça. L'enfant, il vit dans un environnement aussi qu'on doit considérer. Donc, c'est sûr que c'est du long terme. T'sais. Tu m'amènes à ma prochaine question, justement. Si je viens, moi, de recevoir un diagnostic ou mon enfant, que ce soit TDAH, autisme, qu'est-ce que je peux faire en premier? Vers quelles ressources me tourner pour ne pas tomber dans le panneau de la solution magique, justement, de
je prends la première affaire qui passe parce que je veux donc régler le problème en claquant des doigts. J'aurais le goût de répondre, hey, il y a plein de ressources, là, puis là, je vais vous les donner, mais il y en a pas. Il y en a pas beaucoup, en fait. Ça existe, là, mais je peux pas dire, hey, je vais mettre ça en référence, en gros. On va avec des organismes, entre guillemets, qui sont fiables, mais ça va être des organismes, on va parler d'autisme, ça va être la Fédération québécoise de l'autisme, qui a beaucoup évolué, soit dit en passant, au cours des dernières années. Elle inclut beaucoup les personnes autistes. Donc, oui, c'est une référence, c'est une source qu'on va dire c'est fiable d'aller là. Mais après, on va recommander des thérapies aussi encore. Est-ce que c'est fiable? Ben, c'est recommandé officiellement. Donc, c'est plein de questions. Si on veut aller avec quelque chose qu'on va se poser des questions pour approfondir, ben, ça reste un défi. Même moi, de mon côté, j'ai voulu amener ça, j'ai voulu me former et ça a été extrêmement difficile. Fait que c'est sûr que moi, de mon côté, je vais inviter les gens à aller suivre ma page, à aller sur mon site. J'ai des liens là aussi que je mets, d'autres ressources qui sont là disponibles. Sinon, si quelqu'un vient me voir puis moi, je cherche quelque chose de plus spécifique à la dyslexie, ben je vais nommer c'est des livres qui sont là. Fait que ça reste de la lecture en tant que telle qui va amener une vision différente de dire il y a un enfant dyslexique finalement, ben c'est normal qu'avant 8-9 ans, ben il y a ces défis-là parce que son cerveau se développe autrement. Oui, puis son cerveau est construit pour ça, pour amener cette pensée-là créatrice divergente et tout ça, puis elle a raison de focaliser sur la lecture, mais comment qu'on peut le rendre meilleur en tant que personne dyslexique, Fait que c'est sûr que moi, je vais amener beaucoup des ressources à ce niveau-là, mais il y en a pas, c'est dur à trouver. Puis c'est beaucoup du côté anglophone. Mais ici, au Québec, spécifiquement pour ça, on associe encore neurodiversité avec trouble. Fait que c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté à trouver tout ça. Sinon, de mon côté, ben je vais inviter les gens à se former sur la parentalité, peu importe le terme, là, positive, consciente, bienveillante, peu importe le terme, c'est pas ça la question, là, mais d'aller dans quelque chose qui va prendre en considération le développement affectif et social de l'enfant. Va beaucoup amener les gens à aller vers, entre autres, la communication non violente aussi, pas pour apprendre par cœur, mais pour vraiment être à l'écoute des émotions, des besoins. Ça apprend beaucoup à décoder, en fait, les messages. Ouais, c'est ça. Ça apprend beaucoup d'aller aux besoins. Fait que je vais diriger les gens vers ça, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose, c'est pas une méthode rapide, là. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc, faut vouloir entrer dans ce processus-là, qui est long, que c'est un processus des qui dure toute la vie. Oui, c'est ça. Aussi, et travailler sur soi et trouver le temps et l'espace pour le faire, parce que c'est un engagement aussi. Mais c'est ça. Mais si on cherche quelque chose qui est, de médication, par exemple, ou d'une thérapie comportementale, des fois, mais ça fonctionne, là, ou, rapidement, à court terme, on peut voir des résultats, mais qu'est-ce qu'il y en a à moyen puis long terme? Qu'est-ce qu'il y en a au niveau de l'impact de l'estime de soi? Qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la connaissance de soi? De la gestion de l'intensité? On va dire, oui, mais mon enfant, il est tellement impulsif. Mais oui, il peut être impulsif ici et maintenant. Et qu'est-ce que tu en penses si ça changera pas? De dire aux parents, ça changera pas tout de suite. On va l'accompagner et pendant un temps, il va être impulsif. Il va avoir de l'agressivité. Et comment qu'on peut l'accompagner pour que ça soit, après ça, à long terme, qu'il développe plein d'outils. C'est ça qui est difficile, en fait, là. Oui, wow. Je pense aussi que de diversifier nos sources, d'avoir accès à des points de vue qui sont différents, c'est important parce que si on ne fait que se fier au message général, celui dont on entend le plus parler, je pense que ça devient difficile de se positionner vraiment. C'est intéressant d'aller regarder différentes sources pour se dire, moi, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à mes valeurs, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je ressens quand j'ai accès à ces informations-là, comment je me positionne. Donc, je pense déjà de faire preuve d'ouverture et de pas se fermer tout de suite à quelque chose qui nous rend peut-être un peu inconfortable au début, mais d'aller quand même regarder ce qui se passe de ce côté-là pour voir qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Je pense que c'est essentiel et c'est ce qu'on fait peut-être pas assez aussi. Justement parce qu'on manque de temps, parce que on veut que ça aille vite. Oui, puis je vais juste rebondir un petit peu là-dessus. Tu sais, il y en a des professionnels qui ont cette vision-là de changement, puis là, c'est ça, je me fais une communauté par rapport à tout ça. Ils n'ont pas parlé nécessairement de neurodiversité, mais moi, je vais référer quand même s'il y a des personnes assez professionnelles-là, parce qu'ils ont une vision beaucoup plus holistique, par exemple. Ils ont une vision de remettre en question le diagnostic, d'aller vers comprendre les comportements. Donc, il y en a beaucoup, tu sais, de neuropsy qui vont soit changer un petit peu, qui vont sortir. Il y en a qui ont sorti de l'ordre professionnel pour justement pouvoir aborder parce qu'ils ne peuvent pas. Il y en a beaucoup qui sont liés. Il y a des pédiatres que je connais qui sont liés aussi, ne peuvent pas parler. Puis on leur dit, allez, prescris parce qu'on n'a pas le temps. Il y a des pressions à ce niveau-là. Donc, il y a des psychologues aussi qui peuvent pas en parler parce que, ils sont affiliés avec l'ordre. Donc, c'est complexe. Mais oui, je le vois de plus en plus qu'il y a quand même plusieurs professionnels, tu sais, qu'on peut trouver à ce niveau-là si on veut approfondir la réflexion puis aller prendre qu'est-ce qui fait sens dans tout ça, puis avoir différents points de vue, différentes options qui sont là. Puis, si on veut vraiment aller sur du long terme, c'est ça, être en conscience de plus en plus, en fait, là. Fait que oui, il y en a qui sont pas en lien avec la neuro, mais voilà.
Mais c'est que je vois beaucoup de professionnels, justement, qui sont marginalisés un peu parce qu'ils ont une pensée un peu différente du message qui est majoritairement porté. Je trouve ça dommage parce que si on recule dans l'histoire, ça a toujours été ces gens-là, finalement, qui ont pu faire un peu changer les choses, faire évoluer notre façon de penser. Il suffirait de regarder comment on abordait la santé mentale il y a 100 ans, par exemple, versus aujourd'hui. Ben, c'est probablement parce qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, on peut-tu élargir un peu ce qu'on observe quand on est devant une personne qui a des enjeux au niveau de la santé mentale. » Donc, ces gens qui sont marginalisés là, ils sont essentiels, ils sont importants. Puis avant de les juger puis de dire, ben, c'est des hurluberlus puis ils racontent n'importe quoi, mais je pense que c'est intéressant déjà de leur laisser de l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer aussi puis de pas se fermer d'emblée à ce qu'ils ont à dire. Non, c'est sûr. Puis tu sais, il y a même des choses que moi aussi, je suis comme, OK, je suis pas d'accord avec telle personne qui dit quelque chose, puis elle va dans le lexique, là, elle remet en question, mais c'est ça, comme je disais, c'est confrontant, mais tu sais, laissons parler puis soyons à l'écoute parce que, tu sais, moi aussi, tu sais, je me remets en question puis il y a des choses que je disais puis je me dis, tu sais, maintenant, je pense plus comme ça, ma pensée, elle évolue. Tu sais, on évolue tous, en fait, puis c'est OK, ça fait partie du processus, fait que... C'est super important ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur qu'éventuellement ça fasse plus de sens ou qui vont être gênés de nommer publiquement qu'ils ont changé d'idée. Alors que, tu sais, c'est normal, c'est super sain que notre pensée évolue puis on a le droit de se positionner différemment sans forcément porter une étiquette d'incohérence ou de, tu sais, t'es pas crédible parce que tu as changé d'idée. On peut-tu juste comme arrêter de se mettre de la pression à ce niveau-là puis se dire que c'est très, très, très sain de justement continuer de se remettre en question et ça peut amener à un moment donné à délaisser certaines idées, délaisser certaines croyances qu'on avait puis d'aller vers d'autres choses. C'est l'évolution, c'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, j'ai juste à regarder, moi, selon l'éducation que j'ai reçue, ben moi, je pensais qu'il fallait casser un enfant. Tu sais, pas quand j'ai eu mes enfants, puis après ça, quand j'ai eu, je voyais que, OK, ça fait pas sens. Tu sais, il y avait comme un instinct, tu sais, à l'intérieur de moi. Puis là, je me suis renseignée, mais oui, tu sais, je pensais que, hey, tes enfants, tu sais, faut que tu casses ça, sinon ils vont prendre le pouvoir sur toi. Puis tu sais, j'avais ces croyances-là, puis là, il y a les comportements, puis, hey, tu sais, tu pleureras pas, tu seras pas ta crise. Tu sais, c'était ancré, puis en voyant mes enfants, ben, tu sais, non, j'ai évolué, effectivement. Puis je pense qu'on est plusieurs à le faire, puis c'est justement, ça fait partie. Tu sais, on est de plus en plus conscient que, OK, hey, tu sais, c'est violent. Quand on se faisait enfermer dans notre chambre, quand on se faisait une coupure de lien, on pleure pas pour ça. Arrête de faire ta crise, sinon, tu sais, il va y avoir une conséquence, c'est punir, tu sais. Plus qu'on prend conscience de tout ça, plus qu'on voit l'impact, fait que oui, ça fait partie du processus, t'sais. Et si comme organisation, puis là, je parle d'organisation au sens large, que je sois un commerce, une école, un milieu de travail, j'ai envie d'être plus soutenante en matière de neurodiversité, que ce soit avec mes employés, les clients, etc. Par quoi est-ce que je devrais commencer pour déjà que ça soit pas juste un effet mode, là, puis que ça soit vraiment une démarche sincère? Ben, de s'informer sur le concept, tout d'abord. Là. Ça serait la base de savoir c'est quoi le concept, puis de justement d'aller plus loin, de pas dire la neurodivergence, c'est des troubles, mais de vraiment s'informer. Les bases de tout ça, ne pas hésiter à se former. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de personnes qui donnent des formations là-dessus, mais il y en a quand même. Donc, offrir des formations à ses employés aussi. Pour moi, ça, c'est la base. Mais oui, parler de neurodiversité, mais en même temps, est-ce qu'on peut sortir l'étiquette si la personne n'en parle pas de neurodiversité? Il y a l'aspect de la ressource humaine, simplement. On n'a pas besoin de mettre une étiquette, que ça soit une étiquette qui est négative, une étiquette qui est positive, peu importe, tu sais, de dire c'est parce qu'elle est autiste, c'est parce qu'elle a un TDAH qu'elle agit comme ça, c'est parce qu'elle est un être humain à la base à mon avis, puis allons à sa rencontre. Elle a un besoin. T'sais. Oui, c'est ça, point, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais d'aller vers c'est quoi son besoin, comment qu'elle se sent, tu sais, au lieu de dire elle reste dans son coin, elle me boude ou elle a l'air fâchée aujourd'hui, tu sais, elle est donc elle est snob ou tu sais telle chose, mais juste d'aller voir peut-être que oui, c'est l'autisme, peut-être que c'est du TDAH et peut-être qu'elle a juste tu sais, elle passe un mauvais moment, cette personne-là aussi, puis que elle fait plus replier sur elle-même, elle a pas le goût de parler, puis elle vit des événements difficiles, tu sais, fait que au lieu de porter un jugement, en fait, de dire telle personne elle même, puis elle est donc bien comme ci, puis comme ça, puis qu'est-ce qui se passe donc, puis qu'on finit par parler dans le dos de tout le monde, tu sais, ça peut arriver, tu sais, dans les différents milieux, puis là, tu sais. Je confirme que oui. Oui, c'est ça, tu sais, puis c'est humain aussi de porter des jugements, puis après qu'on l'a fait, tu sais, on peut-tu avoir cet espace-là d'aller d'ouverture vers l'autre, puis dans l'empathie, puis dans l'écoute. Je pense que c'est un petit peu la base, donc ça serait un petit peu ça que je pourrais recommander. C'est très précieux comme recommandation parce que ça s'applique à
tout le monde. Puis je pense ça serait être une société inclusive pour moi, c'est d'être davantage dans le respect de l'unicité de chaque être qui est devant nous et donc d'être à l'écoute des besoins, d'être prête peut-être à faire un pas vers cette personne-là parce qu'on s'entend que la personne, elle le fait déjà son pas, probablement beaucoup même de pas pour réussir à s'adapter puis à fonctionner dans un cadre qui est peut-être pas toujours adapté à sa réalité, à ses besoins. Fait que je pense que si tout le monde fait aussi le pas vers l'autre, ben on va juste arriver davantage à construire des choses incroyables ensemble, à avancer ensemble comme société, comme groupe, peu importe, comme famille. Donc, je pense que c'est la clé à retenir. Puis c'est un message qui ressort beaucoup, je te dirais, à travers les épisodes sur le podcast. Puis je suis contente, ça me rassure d'entendre plein de gens le nommer aussi. On voit qu'on évolue dans le bon sens à ce niveau-là. Oui. En conclusion, Mélanie, si tu pouvais faire en sorte que d'un coup de baguette magique, là, rêvons, tu pouvais faire en sorte que le monde entier adhère à une vérité qui est vraiment importante pour toi, quelque chose en quoi tu crois profondément. Qu'est-ce que ce serait? J'avais de la misère avec cette question-là. Parce qu'en fait, si je parle de diversité, fait que j'aimerais pas ça que quelqu'un adhère à une vérité spécifique. J'aime ça que les gens aient plusieurs idées, mais mettons quelque chose qui me tient à cœur, par exemple, on est des mammifères, nous, les êtres humains, qu'on revienne à notre base, qu'on est des mammifères grégaires, donc on a besoin, d'attachement, on a besoin de liens. On est vraiment dans une société, je pense pas, on est dans une société qui est anti-émotion, qui est anti-attachement. Donc, j'inviterais qu'on revienne à cette base-là d'interdépendance, d'empathie. L'empathie, c'est une compétence née, notre espèce, Puis on dirait que, les gens sont violents, les gens sont agressifs, mais il y a toujours quelque chose à creuser un petit peu en dessous de ça. Donc, de revenir à cette base-là, puis c'est ça, qu'on revienne à notre base d'être humain, de comprendre, pourquoi qu'on a telle réaction, en fait, parce qu'on reste des mammifères aussi, Fait qu'on a des instincts qui sont là, puis c'est ça, le cerveau aussi est pas construit pour vivre des violences. C'est un aspect qui est pour moi, qui va avec la neurodiversité, qui va avec tout l'aspect DSM, on n'en a pas parlé nécessairement, mais il y a tout l'aspect trauma qui est là derrière tout ça, donc de considérer tout ça, puis de pourquoi que un être humain est tout le temps en mode survie, avec un mécanisme d'adaptation, que ça soit que la personne soit neurodivergente ou pas, il y a énormément d'adaptation qui est là, puis on rend ça pathologique. Donc ça serait un petit peu ça, de revenir à notre base, puis à nos besoins fondamentaux en fait, en tant qu'être humain. Mais tu réponds bien à la question parce que justement c'est une vérité fondamentale qui fait en sorte que chacun au final va arriver avec des conclusions un peu différentes aussi à travers son processus. Donc, on continue de respecter la diversité. Je trouve que le message que tu as porté aujourd'hui, il est essentiel et j'ai hâte de savoir ce que les gens en ont pensé. D'ailleurs, à toi qui es en train de nous écouter, tu vas retrouver sous le descriptif de l'épisode toutes les informations pour retrouver Mélanie, ses contenus. Mélanie a écrit des livres aussi, donc si tu as envie de creuser le sujet, tu vas pouvoir trouver toutes les informations dans ces liens. N'hésite pas non plus si tu as envie d'aller plus loin dans la conversation, de lui écrire, de m'écrire pour qu'on puisse en discuter. Ça nous fera, je parle un peu pour toi, Mélanie, mais j'imagine que oui, plaisir d'avoir cette conversation-là et de faire en sorte qu'on puisse continuer de porter ce message-là. Mélanie, merci d'avoir accepté l'invitation d'être venue parler de ce sujet sous un angle un peu différent. Ce mois-ci, j'ai eu quelques invités qui sont venus partager leur parcours aussi, puis je trouve ça le fun de pouvoir avoir des points de vue divers, justement. Donc, encore merci d'être venu. Et puis, voilà, c'est terminé pour nous aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos besoins. Puis je vous dis, ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.